Bienvenue à mon podcast Ambitiose. Si c'est la première fois que tu me vois ou que tu tombes sur ma voix, mon nom c'est Stéphanie Frédéric. Je suis consultante en entreprise et individuelle. Grosso modo, j'accompagne les gestionnaires et les entrepreneurs dans leurs défis de gestion au quotidien. Mais l'objectif de ma chaîne, c'est de te donner des outils à toi pour t'accompagner dans tes défis à toi. Donc, j'espère que je vais t'aider. Merci énormément du support. Si c'était pas de vous, je ne serais pas en mesure de vous offrir ça. Donc, bonne écoute! Aujourd'hui, j'aborde un défi problématique qui vous concerne, c'est certain. On va parler de main-d'œuvre. Petit recap de mes défis problématiques. En fait, les gens me soumettent des défis qu'ils vivent au quotidien via mes différentes plateformes et je fournis mes recommandations, mais je fournis aussi des outils à travers tout ça qui peuvent s'appliquer à vos réalités, même si ça ne concerne pas votre segment de marché. J'espère que ça va vous intéresser. Alors, je vais vous lire la problématique qui m'a été soumise parce que les informations sont quand même limitées. Donc, des fois, ça peut vous aider à comprendre pourquoi que je suis pas allée dans telle ou telle direction. Puis après ça, je vais vous fournir les différents outils. Je vais parler de 6 volets aujourd'hui. Donc, la problématique. Allô, j'ai besoin de solutions car je ne sais pas trop quoi faire. La problématique en question, je suis responsable d'une cuisine de restaurant 4 étoiles, depuis maintenant 1 an. Avec le manque de main-d'œuvre, tout devient compliqué. Je dois maintenant faire du 50-60 heures par semaine et tous les employés sont jeunes, sans expérience, sans diplôme, donc je ne peux pas me fier sur personne. Nous essayons d'embaucher, mais nous n'avons reçu aucun CV de personnes qualifiées depuis près d'1 an. Réunion après réunion avec les dirigeants d'entreprise, nous avons plutôt ils ont convenu que c'était de ma responsabilité de créer de vrais cuisiniers avec l'équipe que j'ai, mais en ne diminuant aucune attente de production. Donc, en résumé, je dois garder un pourcentage de main-d'œuvre bas en accueillant le plus de clients possible, tout en formant tous les jeunes sans expérience et en essayant de ne pas trop faire paraître mon épuisement pour ne pas démoraliser les autres. Ce sont les mots qu'ils ont utilisés. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser, je cherche des solutions. Lorsque je ne suis pas là, c'est la catastrophe et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Leurs attentes sont trop hautes et je ne sais plus quoi faire. Donc, on a un restaurant 4 étoiles. La personne qui m'a écrit, c'est un cadre. Elle travaille pour cette entreprise-là depuis 6 ans. C'est une entreprise privée. Et la solution qui a tenté d'être apportée, c'est de limiter le nombre de places dans le restaurant. Donc, pouvoir mettre moins de personnel en même temps, mais ils ne veulent rien savoir. Leur but, c'est de faire le plus de clients possible en le moins de temps possible avec personne pas qualifiée pour répondre aux attentes. C'est l'information que j'ai, donc on part! C'est tombé cool. La restauration, je trouve ça vraiment intéressant. Donc on y va. Ce que j'aime faire, j'aime diviser mes recommandations en 6 volets. Donc aujourd'hui, je vais parler du manque de main-d'œuvre, ça va être mon premier volet. Après ça, des solutions au manque de main-d'œuvre, l'importance de déléguer, comment qu'on délègue, les symptômes à pas ignorer quand on parle d'un épuisement professionnel ou d'une dépression. Et finalement, je vais y aller avec mes recommandations spécifiquement à la problématique qui m'a été soumise. Pour commencer, c'est important de comprendre pourquoi il y a une fameuse pénurie de main-d'œuvre qui n'arrête pas de frapper toutes les entreprises au Québec. Puis là, sachez que c'est pas juste au Québec qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Le manque de main-d'œuvre est pas si récent que ça. Ça fait au moins 10 ans que les entreprises commencent à être frappées progressivement par ce manque de personnel-là. Naturellement, la pandémie a accéléré les manques dans certaines industries. Ce qui crée ce manque de main-d'œuvre-là, c'est principalement la démographie. Il n'y a juste pas assez de jeunes pour remplacer les baby boomers qui s'en vont à retraite. Puis là, l'industrie de la restauration a été sérieusement frappée en raison de la pandémie, à cause des fermetures des restaurants. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job ou de la diminution de l'achalandage. Donc, ça fait que ces employés-là qui ont perdu leur emploi de façon temporaire ou permanente, ils se sont relocalisés dans une autre industrie et ils n'ont malheureusement pas l'intention de retourner dans la restauration. Ce qui fait que la restauration, elle est durement touchée, comme un peu toutes les industries au niveau du tourisme.
Mais c'est pas juste ça qui fait en sorte qu'on a un manque de main-d'œuvre. C'est sûr que ça, c'est comme le gros morceau, le nerf de la guerre, mais il y a aussi le fait que les gens sont beaucoup plus sensibles aux conditions de travail. Ils veulent plus de flexibilité d'emploi, ils amorcent leur carrière beaucoup plus tardivement. Donc, les gens vont aller chercher plus d'expérience de vie ou de bagages scolaires, ce qui fait qu'ils vont s'attacher à un employeur beaucoup plus tardivement. Ils vont aussi avoir tendance à beaucoup plus remettre en doute les processus dans les entreprises. Ils n'ont pas le même rapport avec leur emploi qu'avant. Les gens veulent vivre pour... c'est quoi l'expression? Vivre pour travailler plutôt que travailler pour vivre. Donc ça, c'est vraiment un changement au niveau de l'équilibre dans le marché de l'emploi. Une chose qui est importante à savoir, c'est que 55% des entrepreneurs en ce moment ont de la misère à recruter. Puis la réalité, c'est que s'ils ne trouvent pas une façon de s'adapter aux nouvelles réalités du marché, ben ils se retrouvent à faire plus d'heures, à devoir reporter beaucoup de délais ou même à refuser des clients. Donc, c'est essentiel pour eux qu'ils repensent à leur stratégie d'entreprise pour pouvoir s'adapter à la nouvelle réalité qui ne va pas aller en s'améliorant malheureusement. Fait que là, tu me regardes ou tu m'écoutes puis tu me dis, ben là, Steph, c'est bien beau tout ça, je comprends ce qui se passe, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Ben, il existe plusieurs options pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre, puis je vais te parler de 4 options. L'embauche, la rétention, l'automatisation, puis la sous-traitance. Quand je te parle d'embauche, je te parle de mettre en place un processus qui est clair, qui va te permettre de cibler vraiment c'est quoi tes besoins, qui va te permettre aussi d'écrire c'est quoi ton offre, puis d'aller la publier sur les différents réseaux. C'est important aussi que tu aies un processus de sélection qui est clair puis qui va te permettre d'aller chercher la bonne personne. Parce qu'on ne veut pas que tu ailles chercher une personne qui va te nuire plus qu'il va t'aider. Ça serait vraiment travailler dans le beurre, ça. J'en ai parlé dans mon point concernant le manque de main-d'œuvre. Les candidats sont de plus en plus sensibles aux conditions de travail. Donc, si ta business offre pas une rémunération globale qui est intéressante, ça va être vraiment dur à moyen et à long terme pour toi d'aller chercher et maintenir tes candidats en place parce que c'est ça qu'ils recherchent. Fait que si tu connais pas c'est quoi une rémunération globale, je t'invite vraiment à aller écouter ou voir mon premier épisode de podcast. J'y vais vraiment en détail, mais c'est important que tu t'alignes avec le marché par rapport à ça, sinon ça va être très difficile pour toi de te subvenir aux besoins de ta compagnie. Bon, dans la problématique ici, la personne le nomme, elle embauche beaucoup de jeunes. Je ne sais pas si c'est des jeunes dans la catégorie 15 à 24 ans, mais quand on veut aller s'aider un peu, aller stimuler notre embauche, il faut s'intéresser aux 15-24 ans en leur offrant beaucoup de flexibilité au niveau des horaires. Il faut s'intéresser aussi aux 55-64 ans en leur offrant des retraites progressives. Donc ça, c'est de la main-d'œuvre qui est assez intéressante. C'est des gens qui peuvent amener des belles performances au sein de notre entreprise, qui peuvent bien s'épanouir. Et c'est important aussi d'aller s'intéresser aux minorités en favorisant leur intégration, en étant à l'écoute, puis en leur donnant des conditions qui sont très intéressantes pour eux, qui leur permettent de s'intégrer facilement. Il n'y a rien qui t'empêche aussi d'aller explorer auprès des pigistes, des employés contractuels ou des travailleurs autonomes. Il y a plein de gens qui travaillent à leur compte, qui ne sont pas intéressés à être associés à un employeur, mais qui peuvent être la bonne main-d'œuvre pour toi. Donc, vas-y un petit peu plus outside the zone, puis... outside the zone, outside the box. puis va t'intéresser à ces pigistes puis ces travailleurs autonomes là ou ces contractuels là. Ils peuvent t'apporter quand même une grosse plus-value à ta business. Faut aussi que tu arrêtes de chercher le fameux candidat parfait. Il existe très rarement ce candidat-là. Peut-être qu'avant, il y avait un bassin où est-ce que tu pouvais aller piger un petit peu plus à gauche puis à droite, mais la réalité, c'est que tu es mieux d'aller chercher quelqu'un qui a une bonne capacité d'adaptation. Donc, tu es mieux d'aller chercher une personne qui a plus de savoir-être que du savoir-faire. Donc, est-ce que cette personne-là va adhérer à ta culture d'entreprise? Puis, est-ce qu'elle va être capable de développer des compétences? Tu es mieux d'aller chercher une personne comme ça qu'une personne qui a déjà plein de compétences, mais qui ne va pas adhérer à ta culture, puis qui ne va pas adhérer aux valeurs de ton entreprise. C'est dur de changer une personnalité.
Donc, arrête de chercher le candidat parfait, puis prends le temps de trouver une personne qui est coachable. C'est ça le mot que je cherchais. Une personne coachable. En plus, en ouvrant tes horizons, ben cette personne-là va pouvoir s'épanouir à l'interne, puis tu vas vraiment aller créer un sentiment de fidélité. Donc, au niveau de ta rétention, ces gens-là vont être extraordinaires pour toi. Donc, ouvre-toi. Donc, pour l'embauche, c'est pas compliqué. Faut que tu aies un processus d'embauche qui est clair. Faut que tu aies un processus de sélection qui est clair. Il faut que tu offres une rémunération globale qui est alignée avec le marché. Ça, c'est un incontournable. Faut que tu t'intéresses aux sous-groupes. Donc, les 15-24 ans, les 55-64 ans, les minorités. Il faut aussi que tu arrêtes de chercher le fameux candidat parfait. Va plutôt chercher quelqu'un que tu sais qui va être coachable, qui va pouvoir se développer à l'interne. Maintenant, je te parle de rétention. Parce que une fois que tu as attiré ce talent-là, comment tu le gardes, tu sais? OK, si tu veux améliorer ta fameuse rétention, ben il va falloir que tu développes la capacité d'avoir l'humilité de regarder ta business telle qu'elle est, avec ses forces naturellement, mais avec aussi ses lacunes. Ça, c'est ton étape numéro 1. Humilité. Fait que, t'as-tu une bonne équipe de gestion en place? Ah, ça c'est tough. Ça c'est tough. T'as-tu un bon processus efficace pour faire le onboarding de tes nouveaux? Ou sont juste pitchés là, puis tu te croises les doigts qu'ils vont être capables de faire la job? T'as-tu une structure de formation à l'interne ou tu y vas vraiment avec le feeling de tes gestionnaires? Est-ce que cette journée-là, ça leur tente de donner de la formation ou ça leur tente pas pantoute? Regarde ça. Est-ce que les rôles puis les tâches de chacun des individus sont clairs ou tu as bien des zones grises? Si ça, c'est pas en place, humilité, chose à améliorer. T'as-tu une structure de communication? Ou pas pantoute? Vous vous parlez une fois par semaine, une fois par mois, quand ça donne, on se croise, on se dit salut, on se donne les petits updates, là. Si t'as pas de structure, si t'as pas de processus, il y a quelque chose à améliorer, là. T'as-tu un système de motivation puis de reconnaissance ou, encore une fois, ça va selon l'humeur des gestionnaires ou est-ce qu'il y a beaucoup de favoritisme? Est-ce que Paul, il y a beaucoup de récompenses, mais Ginette, elle en a juste une fois sur 2. Donc ça, il faut que tu regardes ça. Est-ce que tu fais des feedbacks à tes employés? Est-ce que tu as une structure d'évaluation qui est mise en place où tu fais une évaluation une fois par 6 ans, tu sais, ou c'est une fois aux 3 mois. Donc, il faut que tu regardes ça. La fameuse rémunération globale, est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Ça va tout jouer au niveau de ta rétention. Puis là, je le sais que c'est tough. Puis je sais que c'est difficile d'avouer qu'on a des lacunes dans notre business. Il n'y a personne qui va se réveiller un matin et qui va se dire « Moi, je vais regarder tous mes défauts. » Il n'y a personne qui fait ça. Moi, des fois, il y a des matins que je me regarde même pas dans le miroir. Là, fait que tu sais, c'est normal en tant qu'entrepreneur ou gestionnaire qu'on ne veuille pas faire ça, mais c'est comme un essentiel. Fait qu'une fois que tu es allé à travers tout ça, il faut aussi que tu évalues si tes employés ont un bon sentiment d'appartenance. Est-ce que tu crées une bonne atmosphère pour qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils ont le droit à l'erreur ou il n'y a pas de place pour ça? Donc ça, il faut que tu ailles évaluer. Ça va jouer significativement au niveau de ta rétention. Puis, je parle d'humilité beaucoup parce que c'est dur de se dire que notre business, elle roule, ça fait 5 ans, 10 ans, 25, 50 ans, puis qu'on n'a jamais mis de structure ou processus en place. C'est tough, c'est vraiment tough de faire ce pas de recul-là, puis de se dire « aïe, aïe, arc ». Tu sais, aujourd'hui, avec les réalités, je suis obligée de mettre ça en place. Arc, hein? C'est plate, mais c'est un incontournable si on veut finir par être viable à moyen et à long terme. Ça, c'était pour le volet rétention. Donc, je sais que c'est difficile. C'est un peu comme quand on fait du développement personnel. Il faut faire une introspection. Puis, des fois, on n'est pas prêt, puis on n'est pas capable de le faire. Mais on peut y aller une bouchée à la fois. Donc, si c'est votre cas, si quand vous regardez ces questions-là, vous vous dites « Aïe, aïe, je pars tellement de loin », mais juste dites-vous qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois.
Là, je vais vous parler d'automatisation. L'automatisation, ça peut être une solution à ton manque de main-d'œuvre. Donc, ce qui est important pour toi, c'est d'identifier c'est quoi tes tâches récurrentes, puis voir s'il y a des logiciels qui existent sur le marché pour t'aider à ce niveau-là. Donc, il y a plein de logiciels de gestion qui te permettent de gérer ta chaîne d'approvisionnement, tes réservations, tes horaires, ta gestion des fournisseurs, plein d'options dépendamment de tes besoins naturellement puis de ton secteur d'activité. Non seulement ça pourrait te faire sauver du temps, même si tu n'es pas en manque de personnel, mais ça peut carrément remplacer ce qu'une personne fait pendant 25-35 heures. Donc, ça peut être très intéressant pour aider au niveau du manque de main-d'œuvre. Il y a aussi d'autres options, d'autres technologies plus avancées comme des robots, des machines plus industrielles. Naturellement, c'est pas ma première recommandation, puis c'est pas mon premier réflexe quand une entreprise a des problèmes de manque de main-d'œuvre. Simplement que ça coûte beaucoup d'argent. Puis pour les PME, c'est pas une solution qui est toujours réaliste. Mais sache que ça existe si ton entreprise a les moyens de faire ça. Maintenant, je vais te parler de la fameuse sous-traitance. Quand on pense à de la sous-traitance, souvent on pense à la Chine ou au Mexique, là on se dit de la main-d'œuvre pas chère. C'est pas tout le temps ça, de la sous-traitance. Tu peux sous-traiter avec des entreprises québécoises très intéressantes qui peuvent avoir une spécialité. Par exemple, un concessionnaire qui fait sous-traiter la réparation de pare-brise par le beau vitre d'auto. Ben ça, c'est de la sous-traitance. Deux entreprises québécoises, tu sais. Donc, c'est pas toujours Mexique ou Chine. La sous-traitance peut être une option super intéressante à considérer, dépendamment naturellement de ce que tu offres comme service ou comme produit. Mais ça peut vraiment te permettre d'aller chercher une expertise qui est complémentaire à la tienne. Donc ça peut être très intéressant au niveau de tes ressources humaines. Mais là, je te dirais de faire attention. Faut utiliser la sous-traitance avec quand même parcimonie. Je sais pas si c'est ça le mot. Mais c'est sûr que quand on fait affaire avec la sous-traitance, il y a des informations hyper confidentielles de notre business qui va être nécessaire de révéler. Puis là, c'est pas n'importe quelle entreprise qui va être prête à faire ça. Puis, il faut que ce soit utilisé quand même avec modération. Parce que si, par exemple, tu offres 10 produits, puis tu en as 9 en sous-traitance, ben là, les clients, ils ont plus ou moins de value à aller faire affaire avec ta business à toi. Ils vont peut-être aller juste faire affaire avec le sous-traitant directement. Donc ça, je te dirais, la sous-traitance, oui, avec modération, puis ça dépend de ta business à toi. Une autre chose à faire attention quand on va en sous-traitance, c'est le risque de tomber dans la dépendance d'un fournisseur. Donc ça peut être très risqué sur la pérennité de notre entreprise à moyen et long terme parce que qu'est-ce qui arrive si ce fournisseur-là ferme ou augmente ses prix significativement. Donc, juste, faut que tu évalues les pour et les contre avant de faire le grand saut vers la sous-traitance pour régler ton problème de main-d'œuvre. Donc, grosso modo, au niveau de la sous-traitance, ça peut être une option extrêmement intéressante parce qu'en plus de te permettre d'aller chercher une main-d'œuvre autre, tu peux aller chercher une main-d'œuvre qui est très spécialisée ou très expert dans un domaine qui est complémentaire ou au tien. Si c'est une option que tu veux considérer, il faut que tu gardes en tête qu'il va falloir que tu révèles de l'information qui peut être confidentielle de ta business. Il va falloir aussi que tu utilises ça avec modération parce qu'on veut garder quand même toujours une plus-value pour le client de venir faire affaire avec nous. Et c'est sûr que c'est important de faire attention à ne pas développer une dépendance à ce sous-traitant-là. Donc, plein de choses à prendre en considération, mais une option intéressante, dépendamment de ta business. Et là, je tombe dans quelque chose qui est difficile pour tous les gestionnaires et les entrepreneurs que je rencontre tout le temps. La délégation. Réussir à déléguer. Pour moi, là, quand que je vois une business, un des plus gros symptômes d'une mauvaise gestion, c'est le fait que la personne, le gestionnaire, est indispensable. Si ta business roule plus quand t'es pas là, hey, il y a quelque chose que tu fais de mal à quelque part. À part
de monter ton gros ego, il y a quelque chose qui va pas bien dans ton style de gestion. Fait que si déléguer c'est difficile pour toi, il faut que tu commences par être capable d'identifier pourquoi c'est tough. Pourquoi tu as de la misère à déléguer? Je vais te fournir une liste de raisons très très communes qui pourraient s'appliquer à toi. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui pourraient s'ajouter à ça, mais je suis pas mal convaincue que je vais mettre le doigt dessus. La plus classique, c'est plus simple quand on le fait soi-même. On est sûr qu'il n'y a pas d'erreur, puis on n'a pas besoin de prendre du temps pour former la personne. Si c'est ton cas, red flag! Déléguer, ça prend du temps. Puis quand je te parle de temps, ben c'est sûr que ça se peut que ce soit parce que tu as l'impression que tu en manques, que tu n'es pas capable de déléguer. Mais l'ironie, c'est qu'en déléguant, tu vas sauver du temps. Fait qu'il faut que tu apprennes à mieux gérer tes priorités, puis à mieux gérer ton temps. C'est possible aussi que tu ne sois pas capable de déléguer parce que tu n'as pas d'argent ou ta business n'a pas d'argent pour embaucher une personne qui va s'occuper d'une partie de ton travail. Ça se peut que ce soit ton cas, mais si tu te libères de certaines responsabilités, ben tu vas augmenter tes ventes, tu vas augmenter ta profitabilité, tu vas augmenter ta productivité, puis tu vas surtout augmenter ta qualité de vie. Fait que tu as tout avantage à investir dans un processus de délégation parce que à la fin de la journée, tu vas avoir plus d'argent dans tes poches. Ça se peut aussi que tu n'as juste pas d'intérêt à former du monde. Donc, ça se peut que tu n'aimes pas ça, dealer avec les gens en général. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas un naturel pour toi d'aller déléguer parce qu'il faut que tu formes en déléguant. C'est possible aussi que tu es une personne qui se sente énormément valorisée quand tu es impliqué dans un projet. Donc, quand que c'est pas ton nom qui ressort du projet, ben ça se peut que ça te fasse un petit peu mal au niveau de ton ego, de ta valorisation. Donc, c'est pour ça que tu délègues pas parce que tu veux rester cette personne ressource-là. Il y en a beaucoup aussi qui ne délèguent pas parce que ils se sentent mal de donner plus de responsabilités encore aux membres de leur équipe. Donc, ils se disent, ben écoute, Joanne est tellement débordée, je vais certainement pas y déléguer en plus une partie de ma job. Mais tu passes à côté d'un aspect très important, c'est que Joanne, elle aime ça être formée, puis elle aime ça se sentir compétente, puis elle aime ça se sentir autonome dans ses responsabilités. Donc, en lui déléguant certaines responsabilités, en la formant, Joanne va être plus productive, puis elle va être pas mal plus heureuse. Une autre possibilité, c'est que tu n'as juste pas confiance envers les membres de ton équipe. Donc ça, c'est vraiment pas rare. Tu sais, comme tu sais pas s'ils vont bien faire la job. Puis quand on est gestionnaire, quand on est patron, c'est notre réputation qui est en arrière de tout ça. Donc c'est sûr qu'on n'est pas prêt à tout risquer si on n'a pas confiance aux membres de notre équipe. Donc ça se peut que ce soit un facteur qui joue grandement sur ta délégation. C'est aussi possible que tu aimes ça avoir le contrôle. Les boss, en général, ils aiment ça, avoir le contrôle. C'est pas des gens qui ont un gros laisser-aller. Donc, ça se peut que ce soit ton cas. Il y a aussi un gros morceau qu'on aime donc ça, se sentir important. Tu sais, puis quand que notre équipe dépend de nous pour performer, oh, que ça monte notre ego. Oh, là, on se sent bien. Ma business roule pas. C'est normal. Je suis pas là. C'est pas bon, ça. C'est pas bon pantoute. Faire une introspection parce que c'est pas bon pantoute. Si tu te reconnais là-dedans, c'est une belle opportunité pour toi de commencer tranquillement à faire des premiers pas pour apprendre à déléguer. Puis là, ça sonne super facile. Puis là, je ris bien, là, tu sais, je mets bien des expressions comme quoi que c'est donc important de déléguer puis que ça sonne donc facile. Je le sais. Écoutez, j'ai été gestionnaire pendant 10 ans. J'ai géré 50 employés. J'ai fait partie
partie de ces control freaks-là. J'ai appris à mes dépens. Des fois, je me suis pété à gueule. Puis c'est à cause de ça que je suis capable de vous dire aujourd'hui, c'est essentiel. Si tu veux réussir à gérer ta business, c'est essentiel que tu réussisses à déléguer. Parce que quand le feu va prendre à gauche puis à droite, là, ben il y a juste à gauche que tu vas pouvoir éteindre. Donc, apprends à déléguer comme ça, ton employé va être capable d'aller éteindre le feu à droite. Ben là, tu me dis, Steph, je sais pourquoi j'ai de la misère à déléguer, mais une fois que j'ai identifié ça, comment que je délègue? Ben là, c'est là qu'on y va des petits morceaux à la fois. Fait que je vais te donner quelques outils pour y aller tranquillement, progressivement, pour pas que justement tu délègues toute ta job, que tu sois pas bien en dedans ou que Patricia a botche la job puis que ta réputation soit affectée. Donc on y va vraiment une bouchée à la fois. Je te donne des outils pour ça. La première étape, c'est qu'il va falloir que tu développes la capacité à faire confiance aux membres de ton équipe. Puis là, ça c'est dur. Ça, c'est vraiment dur parce qu'une confiance, ça se gagne, hein? C'est vraiment pas comme « oui, je te fais confiance ». Non, ça se gagne petit à petit. Donc, on va y aller petit à petit, gagner cette confiance-là auprès de notre équipe, mais une confiance mutuelle. Il faut que notre équipe nous fasse confiance et nous, il faut qu'on fasse confiance en notre équipe. Donc, commence par identifier les tâches récurrentes qui reviennent, puis délègue-les. Donc, souvent, les tâches qui reviennent de façon quotidienne, c'est pas la fin du monde si c'est pas bien fait. Donc, tu peux rattraper la balle rapidement, puis il n'y a pas mort d'homme, là. Donc, commence en déléguant ces petites tâches récurrentes-là. Après ça, tu vas pouvoir augmenter progressivement les responsabilités puis en donner un petit peu plus. Tu peux aussi aller cibler c'est quoi les intérêts des membres de ton équipe. Si Patrice, il adore ça, prendre contact avec les clients, ben pourquoi pas l'impliquer dans une rencontre client pour voir comment ça se passe. Donc, vas-y avec les intérêts des différents membres de ton équipe, puis vas-y progressivement en faisant du coaching, du mentorat, tout le temps en étant présent les premières fois, puis en lâchant tranquillement le volant. C'est possible aussi pour toi de déléguer une partie des tâches qui sont en lien avec les objectifs de l'équipe. Donc, si on a un objectif commun, ben les employés ont tout avantage à faire partie des étapes pour atteindre cet objectif-là. Donc, vas-y avec en déléguant certaines des tâches qui sont alignées avec cet objectif-là. Toujours de façon progressive. Je te dis pas comme vas-y, freestyle, tu délègues tout, puis not my problem, mais à la fin de la journée, c'est ton nom qui est là. Fait que vas-y vraiment tranquillement. Il y a des éléments incontournables que tu dois garder en tête quand tu choisis de déléguer. Il faut que tu t'assures d'épauler ton équipe dans tout ce processus-là. Donc, il faut que tu clarifies tes priorités en expliquant pourquoi certaines tâches sont prioritaires à d'autres. Ça va être pas mal plus facile pour ton équipe de te suivre dans la direction que tu veux aller. Ça va être essentiel aussi pour réussir à déléguer de connaître tes employés. C'est quoi leurs forces, leurs faiblesses, puis c'est quoi aussi leurs compétences. Si, je sais pas, moi, Mathieu, il est pourri en comptabilité, puis tu lui donnes de la comptabilité à faire, c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps de connaître ton équipe pour bien déléguer. Quand tu vas communiquer avec les membres de ton équipe, garde tout le temps en tête le concept KISS. Keep it simple, stupid. Donc, il faut que tu gardes tes directives simples. Il faut que tu prennes le temps de montrer comment le faire, de clarifier l'échéance. Il faut que tu donnes les outils nécessaires pour leur permettre d'atteindre les objectifs nécessaires. Puis, il faut que tu identifies les priorités et les résultats à atteindre. Donc, tout ça, c'est dans ton volet communication qu'il faut que tu gardes le plus simple possible. Tu n'as pas le choix. Si tu veux apprendre à déléguer, il va falloir que tu investisses du temps. Si tu n'es pas prêt à investir du temps, investis de l'argent sur une tierce personne qui va pouvoir venir former ton équipe.
ça peut être une alternative intéressante, surtout dans le cas où tu n'as pas d'intérêt envers les gens en général. Garde tout le temps en tête qu'il faut absolument que tu donnes du feedback aux membres de ton équipe. Un but n'a pas de sens pour un être humain s'il n'y a pas de feedback. Donc, c'est essentiel que tu mettes un cycle de révision en place pour t'assurer que ton équipe est dans la bonne direction, puis pour t'assurer de donner les outils au bon moment pour que vous ayez le résultat au moment prévu. Souvent, les gens, les gestionnaires, on a tendance à focuser sur comment on va atteindre le résultat, alors qu'on sait pertinemment que dans une équipe, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Donc, ma façon d'atteindre un résultat X va être très différente que la façon que Nicolas va atteindre le résultat X. L'essentiel, c'est qu'on atteigne le résultat X, donc lâche prise sur le comment, focus sur le résultat. C'est correct d'utiliser des chemins qui sont différents, on a des personnalités différentes, donc lâche prise là-dessus. Puis là, à travers tout ça, mon gros conseil qui sonne quasiment quand même control freak, mais faut pas que tu oublies le concept trust but verify. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as délégué que tu n'es plus responsable. Donc, fais confiance à ton équipe, mais prends le temps d'aller prendre le pouls pour être sûr que vous êtes dans la bonne direction. Puis que s'ils ont besoin de support, tu peux jumper. Parce que si tu as des comptes à rendre, que ce soit à des investisseurs, à des clients, c'est toi qui es en charge. Tu peux pas juste dire « moi j'avais délégué ». C'est pas comme ça que ça marche. Donc, trust but verify. Fais confiance, mais vérifie en français. Et finalement, fais pas l'erreur de t'attribuer tous les succès. C'est-à-dire que si ton équipe ont toutes participé, puis naturellement, c'est comme ça que ça fonctionne une équipe, hein, tout le monde participe au succès du projet, ben quand que tu es exposé, puis quelqu'un te félicite pour telle réussite, oublie pas de mentionner merci, Vanessa et Julie m'ont grandement aidé. C'est la moindre des choses de reconnaître son équipe pour leurs efforts. Fait que bref, une fois que tu as identifié pourquoi tu as de la misère à déléguer, c'est important de développer la capacité du comment déléguer. Puis il y a quand même plein d'aspects que tu dois prendre en considération pour réussir à le faire. Mon gros conseil quand on apprend à déléguer, c'est d'y aller une bouchée à la fois, progressivement. Puis ça va bien aller. Juste comme ça va bien aller. OK, là, je vais rentrer dans mon 4e volet qui concerne l'épuisement professionnel ou la dépression. Parce que quand on me parle ou quand on me verbalise qu'on est épuisé, qu'on se sent sans ressources, qu'il faut qu'on fasse semblant que tout va bien, je ne peux pas passer à côté de la santé mentale. Parce que bien que la société commence de plus en plus à en parler, c'est important pour moi de vous sensibiliser à cet aspect-là. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, la santé mentale. Moi, c'est quelque chose qui me touche vraiment personnellement, professionnellement. Je trouve que c'est un incontournable. Donc, je vais vous aider à différencier du moins l'épuisement professionnel et la dépression sans rentrer dans les détails parce que quand on fait face à ça, c'est important d'aller s'outiller, s'entourer de professionnels et je ne suis pas une professionnelle. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas travailleuse sociale, je ne suis pas intervenante. Donc, je veux juste vous sensibiliser aujourd'hui. Premièrement, l'épuisement professionnel, ça peut être déclenché par une exposition constante et prolongée à un stress qui serait causé par un déséquilibre entre les demandes associées au travail puis les ressources internes de la personne en réponse aux mécanismes d'adaptation au stress. Les symptômes sont un sentiment d'épuisement physique et émotionnel, la présence d'un cynisme, une espèce d'insolence, induisant une attitude lointaine envers son travail,
ou la diminution de l'efficacité professionnelle associée à un sentiment d'incompétence ou une perte de confiance en soi. En ce qui concerne la dépression, c'est pas nécessairement le travail qui est le déclencheur. Donc, une dépression, ça peut survenir après un événement déclencheur perturbateur, une maladie ou à cause de l'environnement de la personne ou d'autres facteurs psychologiques, physiques qui peuvent survenir dans la vie de la personne. Les symptômes d'une dépression, c'est une humeur dépressive, une adénonie, qui est la difficulté de ressentir des émotions positives avec une perte de plaisir et d'intérêt en général, une modification au niveau de l'appétit ou du poids, donc il augmente ou il diminue, de l'insomnie ou de l'hypersomnie, l'agitation ou un retard psychomoteur, la fatigue ou perte d'énergie, sentiment d'inutilité, de dévalorisation ou de culpabilité, une concentration qui est altérée ou une difficulté dans la prise de décision et des idées suicidaires. Un diagnostic d'épisode dépressif majeur nécessite au moins 2 semaines d'humeur dépressive ou d'anédonie, accompagné d'au moins 4 des symptômes dépressifs décrits. Si vous vous sentez dans cet état-là, c'est important d'aller consulter un professionnel qui pourra vous accompagner dans ce que vous vivez. En tant qu'employeur, employé ou collègue, on n'est pas qualifié pour diagnostiquer qu'une personne fait un épuisement professionnel ou une dépression. Donc, dans le cas de doute, référez au professionnel. Je vais aussi parler, grosso modo, d'anxiété je vais aussi nommer l'anxiété de performance parce que c'est quelque chose aussi qui est extrêmement présent dans le domaine des affaires en général, que ce soit en gestion ou dans l'entrepreneuriat. Donc, l'anxiété de performance aussi, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, si vous pensez que c'est votre cas, allez voir un professionnel qui pourra vous accompagner là-dedans. Maintenant, je vais finir avec mon dernier volet qui est mon volet recommandations spécifiquement à la problématique qui m'a été soumise, mais reste là parce que ça peut vraiment te concerner toi aussi. Les pistes de solutions que je vais apporter sont pas dirigées juste au domaine de la restauration, donc sois à l'écoute parce que ça peut être très pertinent pour toi quand même. Dans votre cas, ce qui va être important, ça va être d'évaluer est-ce que vous êtes prêt à investir du temps, est-ce que vous avez la volonté à améliorer votre situation et est-ce que vous êtes ouvert au changement. Donc, je te dirais que ça va être ton étape numéro 1, ça va être ça. Ça va faire toute la différence. Si tu veux améliorer ton embauche, parce que là, tu me dis que tu vas chercher beaucoup de jeunes qui sont sous-qualifiés, puis c'est bien correct qu'ils soient sous-qualifiés, il faut juste que tu t'assures qu'ils soient coachables. Donc, va vraiment chercher une personnalité plus qu'un savoir-faire, parce que c'est ça que vous semblez aller chercher. Vous semblez aller chercher plus le savoir-faire que la personnalité, puis ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Je vous dirais aussi d'ouvrir un peu vos horizons puis d'aller voir auprès des 55-64 ans puis des minorités puis de penser à comment vous pourriez favoriser leur intégration au sein de votre équipe. Tu sais, peut-être que les plus vieux pourraient vous aider à venir couper des légumes, à faire de la préparation sans rush le matin, sans pression. Donc, c'est des petites choses comme ça que ces gens-là, les semi-retraités, pourraient vous aider, vous accompagner là-dedans. Puis là, quand je te recommande d'aller chercher quand même les 15-24 ans, chose que vous faites déjà, puis que je te dis d'aller chercher plus au niveau de la personnalité, ben il y a quelque chose qui va aller de pair avec ça. Puis c'est pas chantant, mais il va falloir que tu les formes. Puis pour pouvoir les former, ben ça va te prendre du temps. Donc, c'est sûr que faut pas que tu tombes dans le pattern que vous êtes en ce moment. C'est de les pitcher là, puis de vous croiser les doigts là. Il va-tu être capable de suivre le beat, puis de développer les compétences sans que moi je fasse rien, dans le fond, parce que j'ai pas le temps. Donc, quand on embauche quelqu'un, si on veut le retenir, si on veut réussir à comme sortir de la tête de l'eau, l'incontournable, j'aimerais ça te dire le contraire, mais il va falloir que tu le formes. Puis tu sais, la main-d'œuvre puis les gens qualifiés
ça va pas aller en s'améliorant. Donc, si tu développes pas cette capacité d'aller former la personne, tu sortiras jamais la tête de l'eau. Puis là, si tu sais pas comment former, si tu te sens sans outils, sans ressources, une de mes grosses recommandations pour toi, ce serait d'aller te chercher un mentor. Donc, ça pourrait être un mentor au sein de ta business. Donc, ça pourrait être un propriétaire qui est déjà passé à travers tout le chemin que tu as déjà fait. Ou tu peux même aller à l'externe. Ça peut être un chef d'une autre cuisine qui viendrait t'épauler, te montrer un peu les processus que lui il a en place pour l'aider au niveau de sa délégation. Donc, tu peux aller chercher à l'externe. Tu n'es pas limité à ta business, à toi. Il y a des gens qui sont très bons, très qualifiés dans la restauration qui peuvent offrir du mentorat. Je connais pas non plus c'est quoi votre rémunération globale que vous offrez en ce moment, mais c'est sûr que dans le domaine de la restauration, la rémunération globale est pas toujours adéquate. Donc ça pourrait être quand même un aspect à évaluer pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer de la main-d'œuvre qualifiée. Parce que, comme j'ai dit, tu peux aller voir mon premier podcast, mon premier épisode de podcast où est-ce que j'élabore un peu plus sur la rémunération globale. Mais c'est quand même un aspect très important qui est souvent à retravailler en restauration. Puis là, je le sais, tu m'écoutes, puis je te dis, il faut que tu donnes la formation, puis là tu te dis, tu m'écoutes pas? J'ai pas de temps! Mais je le sais. Puis c'est pour ça que je te recommande d'aller flipper une partie de ta business en sous-traitance. Donc tu peux aller chercher des sous-traitants qui vont, mettons, te fournir des patates déjà coupées ou des légumes déjà coupés auprès de fournisseurs comme GFS, Can-Am ou Cisco. Donc, il y a une partie de tes opérations que tu pourrais envoyer en sous-traitance le temps au moins que tu puisses reprendre le contrôle de ta business. Il y a aussi une portion de ta job que je te recommande d'aller automatiser. Donc, certaines de tes responsabilités en t'équipant de logiciels de gestion. Donc, tu pourrais automatiser la gestion de tes fournisseurs, tes réservations, tes commandes, tes horaires, ta chaîne d'approvisionnement avec des logiciels de gestion qui sont accessibles. Tu peux voir, il y a une gamme de logiciels de gestion que tu pourrais t'équiper, qui sont pas trop chers et qui pourraient vraiment t'enlever une portion de pression puis te libérer pas mal de temps. Fait que là, avec le temps que tu vas avoir libéré, ben tu vas avoir du temps pour de la formation! Je sais, je suis fatigante, mais c'est un incontournable. Tu peux pas passer à côté de ça, autant au niveau de ton embauche que de ta rétention, que le sentiment d'appartenance, que dans le développement d'une culture. Formation. Suite à toutes ces belles recommandations-là, c'est sûr que c'est important pour toi d'apprendre à déléguer. Donc, le fait que ton équipe t'appelle quand que tu n'es pas au travail, ça démontre quand même une dépendance de ton équipe face à toi, le gestionnaire. Donc ça, comme je l'ai mentionné, c'est pas tellement bon. Il faut que tu développes la capacité de déléguer si tu veux réussir à sortir ta tête de l'eau, puis si tu veux réussir à développer les compétences de tes employés. Il faut qu'ils développent ces compétences-là pour être autonomes puis pour être heureux et épanoui au travail. Sinon, c'est un incontournable. Tu vas affecter ta santé mentale. Puis là, je te fais plein de gros red flags, là. Attention à ta santé mentale. Si tu es épuisé, une job, ça vaut jamais la peine de se brûler. Donc, il faut que tu développes certains outils pour éviter d'aller dans cette espèce de zone-là. Puis, je finirai ma recommandation en te donnant un petit feedback sur la solution que tu as tenté d'apporter au propriétaire. Donc, je vais te lire la recommandation que tu as fournie au propriétaire. Donc, limiter le nombre de places dans le restaurant, donc pouvoir mettre moins de personnel en même temps, mais ils ne veulent rien savoir. Leur but, c'est de faire le plus de clients possible en le moins de temps possible avec personnel pas qualifié pour répondre aux attentes. Bon, c'est sûr que ton option a fait plein de sens. Quand on parle de limitation de place dans un restaurant, ça sonne automatiquement pour le propriétaire
perte de revenus. Donc, c'est sûr que ça va l'amener dans une zone vraiment défensive, puis ils seront plus ou moins ouverts à tout ce qui va suivre la recommandation que tu donnes. Parce que malheureusement, il n'y a aucun propriétaire de n'importe quel business qui va dire « Ouais, ça m'intéresse de faire de moins de revenus. » Mais si c'est la direction que tu aimerais aller, si c'est quand même la recommandation que tu es la plus à l'aise, que tu es le plus à l'aise, là ou là, peu importe, je te recommanderais d'y aller plus dans un argumentaire du genre, on limite le nombre de places, mais on augmente notre menu de 5 $ pour compenser les pertes. Je te donne des chiffres au hasard, là, simplement que tu vas avoir plus d'ouverture de cette façon-là parce que tu compenses les pertes. Même si c'est pas vraiment une recommandation que j'irais de prime abord dans ton cas à toi. Fait que bref, j'aimerais tellement ça vous dire qu'il y a des solutions miracles pour vous aider au niveau de la main-d'œuvre, de vous aider au niveau de la gestion de vos entreprises, mais la réalité, c'est qu'il faut s'adapter et pour s'adapter, il faut prendre action. Puis ça se fait pas overnight. Malheureusement, ça se fait over time. Ça prend du temps, du changement, ça prend des actions tranquillement dans une nouvelle direction pour que ce soit durable, mais pour que ce soit surtout rentable. C'est vraiment plus facile de subir que d'agir. Mais oublie pas qu'un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Et quand on parle de processus, de structure, ça sonne bien intelligent, ça sonne bien gros, mais en réalité, c'est juste une série de petites actions qui vont amener des résultats souvent extraordinaires, autant au niveau de notre équipe, de notre business et surtout de notre rentabilité. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aide. J'espère que mes recommandations te donnent quelques pistes de solutions, du moins. Si c'est la première fois que tu m'écoutais, la meilleure façon de m'encourager, c'est de me mettre un bon pouce, un like, de partager, de t'abonner sur mes différentes plateformes. Je suis active sur YouTube, sur TikTok, sur Spotify. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Ambitiose. Merci énormément de m'écouter. Tout ça serait pas possible sans vous. Je suis extrêmement passionnée par ce que je fais. N'hésite pas à me laisser des commentaires et merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui.